Bonjour à tous. Je vais prendre 45 minutes de votre temps maintenant pour vous parler de sujets qui, moi, m'intéressent et qui, j'espère, vous intéresseront. On va se retrouver pour parler d'IA, pour parler de MCP, mais je vais pas trop présenter, enfin, je vais représenter un peu la théorie derrière, mais le but, c'est qu'on rentre un peu plus techniquement sur le développement d'un serveur MCP avec du Rust pour répondre à un cas concret qui a émulé d'une situation que j'ai eue dans mon cadre pro. Pas exactement la même, mais vous allez voir comment j'y suis arrivé. Donc forger un cerveau d'acier, un agent IA MCP en Rust pour faire de l'analyse de log. Donc qui je suis? Donc je m'appelle Nicolas Remise, je suis responsable de la data, on va dire, au sein d'une entreprise qui s'appelle Darva, donc qui est éditeur logiciel sur le bassin niortais. Ancien tech lead, ça fait que peu de temps que j'occupe ce rôle-là, et je suis issu plutôt de l'écosystème JS, étendu, on va dire, et depuis quelques années maintenant, je fais un peu de Rust sur mes heures perdues. Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui? Vous n'allez pas y échapper, on va faire un petit rappel syntaxique, un peu vulgarisé, mais histoire qu'on reparte tous sur les mêmes bases, un minimum. On va creuser un peu le sujet de ma problématique, à laquelle je vais essayer de répondre. On va apporter un début d'éléments de réponse avec mon serveur MCP. On va parler un peu plus en détail du MCP et de Rust, pourquoi ça peut être un bon couplage. Un DIY time, donc avec une démo, avec une présentation plus approfondie du code, et si on a le temps, alors je vous avoue que j'ai préparé plusieurs fois et j'ai jamais réussi à faire tenir le temps du live coding dans les 45 minutes. Si on a le temps, il y aura un peu de live coding. Et puis après, voir ce qui nous permettrait d'aller plus loin et d'emmener ce petit POC qu'on va voir ensemble sur une version prod ready, ou en tout cas plus cadrée. MCP, IA, agent IA, j'en passe. Il y a plein de buzzwords en ce moment qui circulent. On va faire un petit dicotime, parce qu'il vaut mieux se répéter que de se tromper. Donc une IA, vulgairement, c'est quoi? Alors déjà, c'est pas un truc qui date d'il y a 2-3 ans. On me l'a fait comprendre il y a quelques mois de ça que c'est un vieux sujet des années 50-60, si je ne m'abuse. C'est comment reproduire des capacités humaines via des algorithmes de données, un peu comme on apprend un enfant à écrire sans forcément qu'il sache lire. J'espère que vous avez tous la ref derrière l'image, en tout cas pour les plus anciens. Les LLM, Large Language Model, c'est le modèle d'IA entraîné pour prédire et générer du langage naturel. C'est quelqu'un qui a consommé tous les bouquins, qui ne sait pas concrètement ce que ça veut dire, mais qui est capable de répondre en piochant des mots dans ses bouquins. Plus récemment, il y a eu le RAG, on en a parlé ce matin. Ce coup-ci, on va apporter des éléments externes au LLM pour enrichir sa base d'apprentissage, enfin sa base de connaissances, et qui puisse nous apporter des éléments qui concernent plus notre sujet. Il y a aussi les mécanismes de protection pour éviter les dérives, les guardrails. Là, il faut voir ça comme les glissières de sécurité sur la route. Ça ne nous empêche pas d'avancer, ça empêche de sortir de la route. Les fameux agents IA, qui sont grosso modo une entité qui sont construites autour ou avec un LLM et qui sont enrichis de modules pour pouvoir non pas juste percevoir, mais raisonner et agir raisonner sur la durée et agir. On peut faire référence à Jarvis dans Iron Man. Et pour un cas un peu plus réel, mais on pourrait très bien avoir un agent qui lit les mails, extrait les rendez-vous, regarde sur le calendrier si on a de la dispo, réserver une salle et envoyer un mail de confirmation. On parle d'Iron Man, il y a aussi les multi-agent systems, où là, ce coup-ci, on fait collaborer plusieurs agents IA ensemble, de manière à soit collaborer, soit se challenger sur les réponses qu'ils apportent, pour essayer d'accomplir une tâche, enfin une ou plusieurs tâches. Ok. Modèle Context Protocol, MCP, le fameux. Donc c'est un protocole open source qui est très récent, vu qu'il a été proposé par Anthropic depuis le 25 novembre 2024, même pas un an. À surtout pas confondre avec Master Control Program. C'est un protocole qui, là aussi je risque de ne pas vous l'apprendre, mais qui vise à standardiser les échanges entre les LLM et les outils extérieurs, les données, les outils extérieurs. C'est un peu le HTTP de l'IA, en gros, si on vulgarise fort le trait. Et c'est souvent accompagné, et Guillaume l'a présenté ce matin, de la notion de Memory, Skills and Planner. Je reviendrai dessus un peu plus tard, mais c'est la vulgarisation d'une architecture qui matche bien avec la notion d'agent IA, et qui la découpe sous 3 piliers.
Ok, on a fini de refaire un point théorique. Retournons un peu plus sur la réalité. Cas concret. Je suis dans une entreprise où on gère une plateforme SaaS, puis multi-instance, qui est exposée. On a des logs d'authentification, des logs d'API pour mesurer tous les échanges. Et lors d'une journée normale, tout va bien. On a un trafic stable, des authentifications usuelles, un volume d'appels API qui est conforme à d'habitude. Et en 15 minutes, là, c'est le drame. On constate un taux d'échec qui augmente, des latences API qui en découlent, peut-être ou pas. Et tout ça, en fait, on reçoit plein de signaux qui peuvent correspondre à plein d'attaques potentiellement différentes. Ou pas des attaques, juste des dysfonctionnements techniques. Et afin de réduire le temps de détection et le temps de remise en état de tous nos services, on va essayer d'automatiser l'analyse et la synthèse de ces données, de ces mesures, de manière à avoir quelque chose qui soit actionnable rapidement en termes de correctifs ou d'actions à mener ensuite après qu'on a constaté les problèmes. Rien que ça. L'objectif de l'agent, il est quoi? Il va être d'analyser, contextualiser, jusque-là, ça va, rapporter. Le but, c'est que ce n'est pas forcément des gens de la tech qui sont issus, qui vont consommer ces rapports-là. Ça va être des gens de la SSI qui vont faire, normalement, ils ne pissent pas du code toute la journée. Expliquer et interopérer si besoin. En quoi, du coup, pour répondre à ces problématiques-là, MCP et Rust peuvent être intéressantes? Revenons-en sur les 3 mots-clés. Memory, Skills, Planner. Alors, il n'y a pas de sens caché derrière ces 3 termes-là. Globalement, la mémoire, ça fait référence à la mémoire de l'agent. Donc c'est ce qui va permettre de stocker l'historique des échanges pour potentiellement éviter de repartir tout le temps en zéro ou contextualiser les échanges avec un client. Les skills, ça va être l'ensemble des compétences que l'agent peut mobiliser, c'est ses fonctions concrètes. Et le planner, ça va être la strat. C'est comment on appelle ces différentes commandes et comment on va interagir avec le ou les serveurs MCP. Et ça, c'est bien souvent le LLM qui occupe ce rôle. Donc si on devait schématiser simplement avec de l'ASCII, on va avoir le LLM qui va faire office de planner, et on va avoir le MCP qui va contenir les 2 autres piliers qui sont la mémoire et le skills. Sachant qu'il y a aussi une notion de mémoire au sein du LLM, notamment dans les j'ai retrouvé le terme, dans les discussions. Il y a aussi les notions d'élicitation, mais j'y reviendrai un peu plus tard, en détail sur ce que ça signifie. Dans le monde de la tech, qu'est-ce que apporte MCP concrètement? Ça vient normaliser les échanges avec du JSON RPC2 entre un host, un client et un serveur. L'host, c'est quoi? Ça va être Copilot, ça va être Cloud Desktop. Le client, ça va être le LLM, le modèle que vous allez utiliser. Et le serveur, ça va être votre serveur MCP que vous avez développé. Par ce protocole-là, on va exposer quoi? On va exposer 3 features, des fonctions, des ressources ou des prompts. On peut supporter naturellement plusieurs typologies de transport, soit l'input-output standard. Donc ça, c'est ce qu'on va faire ici, vu qu'on est sur un POC. Il n'y a pas besoin d'aller sur de l'HTTP forcément, mais on peut très bien aller aussi sur de l'HTTP, du SSE, ce genre de choses. Avec le protocole MCP viennent deux nouveaux termes, le sampling, qui est la capacité de demander au client, donc depuis le serveur, on va demander au LLM de générer un message sans avoir besoin forcément des clés d'API. La connexion est déjà faite avec le client. Et l'élicitation, qui est en fait potentiellement redemander des informations plus détaillées pour aller plus loin dans la demande. On fait remonter d'un niveau, ça va être typiquement, je demande une commande, ma variable n'est pas bonne, redemande à l'utilisateur de mieux saisir cette info-là. Pourquoi Rust? Alors là, ça va être très rapide, on ne va pas redire à chaque fois pourquoi. C'est logique. Performance native, sécurité mémoire, concurrence efficace, interopérabilité, écosystème moderne, fiabilité long terme. That's all. Tout est dit. On pourrait presque s'arrêter là. Pas bête, hein?
Aujourd'hui, quand on parle de MCP et qu'on veut en développer, on peut rarement passer à côté de la plateforme Model Context Protocol I/O, qui regroupe les différents SDK disponibles selon les plateformes techniques et les documentations associées au protocole. Par chance, il y en a un pour l'univers Rust SDK. Ils ne sont pas allés chercher à midi à 14h pour le nom. Donc ce SDK, en plus de proposer des exemples de la documentation, il propose 2 crates, donc 2 packages, qui sont RMCP, Rust MCP, et RMCP macros pour avoir des macros. On n'a pas beaucoup de grosses dépendances qui viennent avec ces crates-là. On va avoir Tokyo pour tout ce qui est l'asynchronisme, et CRD pour la sérialisation et la désérialisation du JSON RPC qui passe. En termes de documentation, globalement, avec ces quelques annotations, ces quelques macros, vous pouvez faire votre propre MCP très très rapidement. Alors, ça inclut bien sûr que vous ayez des petites connaissances en Rust, mais encore que ça va très très vite. Si on fait un peu de vibe coding, ça peut aller encore plus vite. Donc le premier, c'est Tool, qui permet de définir votre fonction que vous allez exposer. Le deuxième, c'est Tool Router, qui va contenir votre liste de tools. Globalement, c'est votre toolbox. Et le Tool Handler, c'est ce qui va permettre d'exposer, enfin de décrire comment vous allez exposer votre MCP, votre boîte à outils, ses capacités, son nom, sa description, ce genre de choses. Et on a la même chose si jamais vous exposez non pas des fonctions, mais des prompts. Un peu plus détaillé, l'avantage de ce SDK, alors, non pas que les autres ne le soient pas, je me suis concentré que sur celui-là, donc je vais ne parler que de celui-là. Il est configurable dans les features qu'on embarque. On peut très bien faire que du serveur, que du client, que du transport STDIO, que du transport HTTP, ou bien tout à la fois si jamais on veut une usine à gaz. Même si elle sera fonctionnelle vu que c'est du Rust. En termes de validation de données, là aussi, on ne vient pas complètement tout nu. Le crate vient naturellement avec Schemas, qui va vous permettre de rajouter une notion de JSON schema et de faire de la validation de données en amont et en aval. Et avec CRD pour sérialiser, désérialiser. Un petit exemple rapide, donc ça s'utilise encore une fois avec des macros. Vous définissez votre structure, vous définissez ses propriétés. Donc votre structure, bien sûr, qu'elle doit dériver de serialize, deserialize et de JSON schema. Et après, vous pouvez vous amuser avec la notation, la macro schemas. Vous allez la décrire et vous allez pouvoir lui indiquer des conditions de validation. À noter que plus vous serez clair dans la description, plus ce sera facile pour le LLM de savoir comment envoyer les bonnes variables. Typiquement, sur le deuxième exemple, le from, là, la date, qui est au format string, on peut lui passer une regex pour être sûr que ce soit de l'ISO string date comme il faut, mais en lui précisant que c'est une start time avec ISO 8601, le LLM vous enverra à chaque fois, entre guillemets, à chaque fois des dates au bon format. Ça n'empêche qu'il faut valider. Hein. En termes de suivi et d'observabilité, ça vient naturellement aussi avec tracing et tracing subscriber qui permettent en fait dès le début d'intégrer ces notions d'observabilité dans votre projet. Voilà, on a fait le tour globalement des outils que ça expose. On raccorde à notre problématique, faire de l'analyse de log. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi notre to-do list? En termes de ressources, qu'est-ce qu'on a? On va avoir besoin de, pour mon cas, 2 index. Un index qui contient les logs d'authentification et un autre qui contient les logs API. Sur un mois de données, hein, je n'ai pas fait générer plus de données que ça. Et après, qu'est-ce qu'on a en retour? Des résultats de mesure. Ce sera juste des résultats de mesure. Si on voulait pousser le bouchon un peu plus loin, on pourrait imaginer calculer des ressources, donc des ressources, des vrais fichiers TXT ou des fichiers de rapport complets, et les retourner sous format de ressources depuis notre serveur MCP. En termes d'actions, et ça couvre globalement bien mon cas d'usage pour un début, il va y avoir 4 actions qui vont être exposées. On va commencer par la dernière parce que c'est la plus basique. List tenant, qui va nous lister la liste des différentes instances qu'on a dans nos logs. On repasse au début. Fetch metric, qui va faire de la mesure de métrique. Detect spike, qui va faire la détection. Et contextualize, qui va ajouter du contexte. J'y reviens. Fetch metric, dans le détail, ça va être quoi? Ça va être une fonction qui va prendre une requête en entrée. Cette requête, va y avoir un ID d'instance et une période temporelle. Et on retourne des métriques. Donc les métriques en termes de mesure, ça va être le nombre de tentatives totales, le taux de succès versus le taux d'échec, la latence au 95e percentier et les requêtes par seconde. Rien de bien sorcier.
La notion de détection, ça va être fait par cette fonctionnalité de detect spike, dans laquelle on va passer une période temporelle. Là, on ne passe pas forcément d'ID d'instance, parce que quand on va faire une détection, on va vouloir détecter sur toutes les instances. On va lui passer une fenêtre de tir, donc c'est-à-dire la window correspond à... on va faire des mesures sur 15 minutes, par période de 15 minutes dans notre fenêtre initiale, enfin dans notre chrono initial, et on va voir si les ratios sont levés ou pas, avec les différents seuils qui sont optionnels. Tout est optionnel si jamais on voulait faire une détection sur la globalité. Et on retourne des résultats. Donc ça effectue la détection d'anomalies. Cette fois-ci, encore une fois, l'algo il n'est pas complexe. Je prends une période de référence, je regarde avant, je fais les ratios, et je compare, et en fonction de si ça lève le seuil, j'indique qu'il y a une suspicion d'erreur ou pas. L'outil de contextualisation, il va permettre quoi? Il va permettre d'apporter des détails sur la période demandée pour une instance souhaitée, en mettant par exemple les top IP, les top users ou les top endpoint API qui font le plus d'erreurs. Et ça, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. En termes de transport, on va juste se baser sur de l'STDIO ici, pas bien compliqué. Si jamais on voulait en prod, on passerait sur l'HTTP. Pour le petit clin d'œil sécurité, même si on ne peut pas trop parler de sécurité en MCP, on va être par tenant globalement sur la plupart des commandes. On fait de l'input validation via JSON schema et il y a de l'observabilité avec tracing. Et après, une fois qu'on aura fait notre serveur MCP, il faudra juste le plugger à notre client. Alors ici, j'ai choisi Claude Desktop. Et on va commencer avec la petite partie démo. Hop là. Pourquoi il ne s'est pas affiché? Voilà. Donc comme je vous l'expliquais, on a deux index Elasticsearch qui ne sont pas bien compliqués en termes de données. IP, le statut de succès, l'ID du tenant, la timestamp et l'user. Ça c'est pour les logs d'authentification. Les logs d'API, on a l'endpoint, la latence, le status code, l'ID du tenant et la date à laquelle il est arrivé. Et c'est nos seules data. Tout le reste, ça va être inclus. Comment on va le plugger à Claude? Alors, je vais revenir 2 secondes sur ma présentation. C'est pas compliqué. Dans Claude, en fait, on a juste du JSON à lui passer pour lui configurer. Alors là, ça marche pour du STDIO. C'est encore plus simple en termes de paramétrage quand c'est de l'HTTP parce qu'on a juste à lui passer une URI. Donc ici, je vais mettre la commande de mon binaire. Je lui donne le nom que je veux. Je lui passe les arguments s'il y a des arguments à passer. Et je lui passe les variables d'environnement s'il y a des variables d'environnement à lui passer. Il y a aussi l'exemple pour VS Code. Mais dans VS Code, il essayerait toujours de me ramener les discussions autour du code. Et du coup, pour faire l'analyse de log, ça me biaisait un peu. Ok. Alors, on va aller dans les paramètres. Si je voulais pas montrer, on voit bien qu'ici, j'ai rien qui est plugué. Si je vais dans les paramètres, que je vais dans connecteur, j'ai aucun connecteur. Et dans les serveurs MCP locaux, j'en ai bien aucun. Si je vais modifier la config, il m'ouvre directement le répertoire où il y a le fichier JSON. Et en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est venir insérer la configuration dont je vous ai parlé. Hop. C'est ici qu'on va. Et une fois que ça c'est fait, alors on voit que c'est les débuts parce que du coup il faut obligatoirement relancer la totalité de Lost pour qu'il l'intègre. Mais maintenant, on peut d'ores et déjà voir que j'ai mon HAL 9000 qui est apparu, qui a bien toutes les commandes qui sont exposées, que je peux désactiver. Et si je vais dans les connecteurs, il apparaît bien. Je peux le configurer en demandant si je veux autoriser les commandes sans supervision, mais ça rejoint un peu ce qu'on a vu ce matin dans le vibe coding. On peut activer ou désactiver l'appel aux commandes avec ou sans visu. Ok. On passe à la vraie démo. On va lui demander déjà s'il y a des instances disponibles. Première question. Je fais comme Tug, j'oublie des lettres. Alors, qu'est-ce qu'il va me demander? Ah oui, il va pas comprendre dispo du tout. Comme quoi.
Alors, on va repartir à 0. En n'oubliant pas de lettres. On relance. Cette fois-ci, il raccorde bien les wagons. Il voit bien qu'il faut appeler list tenants et il me remonte bien les ID des tenants. Là, je lui ai demandé directement. Plus tard, si je venais à lui demander les commandes qui ont besoin d'un ID tenant sans lui préciser sur lequel tenant ID je le fais, il appelle naturellement list tenant tout seul pour avoir la différence ID et boucler sur contexte. Donne-moi les métriques sur le 25 août. Je me force à avoir un discours ultra de non-tech, justement pour montrer qu'en fait, on peut le mettre dans les mains directement du métier. Hop, ce coup-ci, il me demande. Et là, il va naturellement boucler sur... merde. C'est l'effet démo. Pourtant, je suis bien plug dessus. On va essayer de repartir à 0. Est-ce que ça va mieux là? Ce que je vous disais tout à l'heure, là il va directement lister et après faire le fetch metrics. Normalement il le fait 3 fois. Donc on peut voir, si on regarde un peu plus dans le détail, qu'est-ce qu'il envoie. Donc là il n'avait rien dans le paramètre, il reçoit ça. Et dans les fetch metrics, on voit bien qu'il envoie bien des dates dans le bon format, naturellement, parce que j'ai bien décrit comment est exposé mon serveur. Il nous retourne les différents résultats. C'est que technique, il n'y a aucune interprétation. Et en fait, à la fin, il me repropose directement, sous un bon affichage, sous une belle présentation, les données. Là où c'est un peu plus fort encore, c'est que je me reprends avec ma casquette de non-tech, des anneaux. Je lui demande s'il y a des anneaux sur la journée du 28 août. Ce coup-ci, je ne change pas les seuils. Il va directement faire le detect spike. Et là, il me dit, ouais, il y a bien une anneau. C'est quoi l'anneau? Je regarde les données. Hein. Parce que clairement, mon algo d'anneau, il est bête et méchant. Hein. Il fait juste de la comparaison de trucs. Il spécifie juste qu'à un moment donné, c'est l'autre fail rate qui est suspicieuse. Et en fait, lui, il va faire le raccordement. Il va récupérer toutes les stats données précédentes et les mettre en corrélation et les présenter. Ça, moi, je sais pas faire. Moi, à partir de stats qu'on me demande de calculer, je les calcule, ça c'est sûr. Je donne le MCP, mais la connaissance et l'appropriation fonctionnelle, je l'ai pas. Donc ça m'arrange qu'il l'ait pour moi. Et puis ça me fait gagner du temps. J'ai pas à faire un tableau. Ça, c'est une chose. Et on pourrait très bien imaginer... en changeant un des seuils, en changeant le seuil d'échec. On voit bien qu'il a remis à jour en prenant bien seulement le bon paramètre, et pas tous, vu qu'ils sont optionnels. Et là, avec le seuil d'autant surélevé, on voit bien qu'il n'y a plus de détection d'anomalie. Notre MCP répond bien comme il faut. Et que tout va bien, et on voit bien que le ratio, il n'était pas non plus des masses, il était à 1,31. Ok. Si maintenant, je peux aller encore un peu plus loin, je repars d'une nouvelle conversation, et je fais, y a-t-il des... Mali sur la dernière quinzaine d'août. Il va automatiquement calculer que la... Alors, il recommence en listant tous les tenants, même si là, pour la requête, c'est pas utile. Il le fait quand même. Alors, fait tout. Donc, normalement, il va faire la détection. Alors, et vu que c'est non déterministe, il va peut-être faire le reste, ou pas. Là, il est parti pour faire le reste, à mon avis. Donc, il fait la détection. Il va aller fetcher toutes les métriques.
il va peut-être aller faire le contexte. Ça, on va voir. Oui. Comme ça, on aura toutes les infos en une seule commande. Au final, il aura utilisé toutes les commandes de notre MCP en une seule interrogation. Ce qui peut être pratique pour les services qui ont besoin de ces infos-là. Il continue pour chaque tenant. Alors des fois, vous voyez que c'est complètement aléatoire. Des fois, il fait tout en un seul bloc, puis des fois, il décide de préciser qu'il fait pour chaque instance. Et à la fin, il nous fait un rapport ultra complet. Donc là, vu qu'on lui a demandé sur une quinzaine, il va comparer avec la quinzaine précédente. Et par rapport au seuil, il détecte rien de bien inquiétant. Et il donne un détail par chaque instance directement. Alors je ne sais pas si vous voyez l'intérêt. Moi, je le vois plutôt cool parce que ça n'est pas un gros dev. Il n'y a pas des grosses fonctionnalités. Pour autant, ça permet d'aller relativement vite sur la détection et la gestion d'anomalies juste sur un cadre de log. Et on peut le décliner sur plein d'aspects. Est-ce que j'avais autre chose à vous présenter sur ça? Après, une fois que c'est dans le contexte LM, vous pouvez lui demander de générer différents rapports. Et ça, je ne l'ai pas implémenté, il le fera tout seul. Voilà. Voilà pour la petite partie démo. Alors, si je reviens sur la presse. Ok, pas mal là. Ok. Si on rentre un peu plus dans le détail, on va parler un peu plus de code. Alors j'ai fait le choix de vous présenter dans les slides le code. Si jamais vous préférez que je vous présente directement dans le code, c'est possible aussi, à vous de me dire. Donc comme la plupart des projets Rust, ça commence, en tout cas quand c'est un binaire, ça commence par un fichier main.rs. Okay, là je vous présente vite fait le fichier main.rs et le fichier config, parce qu'ils sont liés. On commence par quoi? Notre fonction main, on déclare que c'est la main de Tokyo pour dire que c'est une fonction asynchrone. Et on déclenche le tracing. Comme ça, après, on va pouvoir faire depuis nos méthodes, nos différents tracers. On instancie la configuration, comme ça on parse les différents arguments et les variables d'environnement, une fois et après on les passe. Et après, on lance notre serveur. C'est tout. Voilà. Là, vous avez lancé votre serveur. On attend et c'est tout. Et la partie HTTP est guère plus complexe. La partie configuration, on définit juste une structure qui remplit qui fait le taf et on lui passe les bonnes macros. Ça aussi, c'est rapide. Pour tout ce qui est type et erreur, on a bien sûr tout typé. Je ne vous présente pas tout là en termes de typage, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Elles remplissent tout JSON schema avec ou sans annotation. Je n'ai pas pris le temps de tout annoter à chaque fois parce que ça ne valait pas le coup. Même si une bonne partie du code, je ne l'ai pas fait tout seul, qu'on soit clair. Donc tout est typé parce que Rust ne permet pas non plus de passer outre. Et la gestion d'erreurs est bien évidemment aussi structurée pour avoir des types sûrs, une conversion automatique et une propagation propre. Ça pète pas souvent, mais quand ça pète, on aime bien quand c'est bien propre. Le fichier qui va le plus vous intéresser, ça va être celui où on va vraiment avoir l'utilisation du RMCP, le cœur du serveur. Vous commencez toujours par déclarer une structure. C'est votre serveur. Vous le décrivez. Mon serveur HAL9000, qu'est-ce que c'est? C'est un routeur qui va exposer la liste des différents utilitaires et c'est une configuration partagée. Et ensuite, vous faites l'implémentation. Donc, vous définissez avec la macro toolrouter que ça va être votre toolrouter et dedans, vous définissez vos différents tools. Par choix, j'ai externalisé le contenu de chaque tool dans d'autres fichiers pour éviter d'avoir un gros fichier, mais on pourrait tout faire directement dans un seul fichier. Et c'est là où c'est important, c'est qu'il faut bien décrire chaque utilitaire. Plus vous êtes exhaustif dans votre description, plus facile le LLM aura à se plugger dessus et saura quand est-ce qu'il faut aller l'utiliser. Donc là par exemple j'expose l'outil FetchMetrics qui va faire le calcul d'authentification et d'API Metrics. Et à la fin on retourne du JSON. En termes de métadonnées, je vous ai parlé tout à l'heure, quand on a parlé de RMCP, de Tool Handler. Une fois que vous avez implémenté votre serveur tel quel, il faut lui dire qu'il va implémenter serveur info, il me semble, et du coup serveur info vous oblige à implémenter la fonction getInfo. Et le getInfo est aussi important que la définition des descriptions de vos méthodes, c'est que c'est là où vous allez définir les capacités de votre serveur MCP. Et c'est là qu'il va pouvoir dire au LLM, écoute, moi je mets à disposition des tools, je mets à disposition du prompt, je mets à disposition des ressources. Et après, vous lui dites quelles sont les instructions que votre
MCP peut remplir. Là aussi, plus vous êtes clair, mieux c'est. Étant donné qu'on travaille avec Elasticsearch, évidemment, j'ai une couche Elasticsearch qui va faire les différentes métriques. Là, il n'y a rien de bien intéressant. Je ne suis pas là pour vous. Je ne suis pas du tout un expert d'ES et je fais juste une utilisation limitée de ça. Ce qui va plus nous intéresser, ça va être les différents outils et comment ils sont faits. Et vous allez voir qu'en fait, je vous ai déjà tout présenté en termes de spécificité autour de MCP. Après, en fait, c'est que du code. C'est que l'implémentation. Et que là, vous fassiez qu'une API REST classique ou du MCP, l'implémentation est la même. Vous allez avoir votre entrée, votre client qui va me permettre de faire des appels HTTP en sortie de mon serveur. Et après, vous allez appeler vos différents outils qui vont vous permettre de faire le calcul. Donc, on commence ici par la validation des données pour obtenir la période de temps à traiter. Et on va faire les différents appels au module ES pour avoir les comptages, les métriques API. Et puis, on répond notre structure qui va être interprétée en JSON en sortie. Donc, ça fetch les différentes métriques voulues. L'outil de détection, toujours pareil, ça suit à peu près la même chose. On configure les paramètres d'entrée, donc avec la window temporelle à appliquer. On calcule les périodes temporelles pour pouvoir avoir la période sur laquelle on fait les mesures versus la période précédente. Et après, on fait la récupération des différentes métriques pour les comparer et générer ou pas des signaux de détection. Encore une fois, le ratio, c'est quoi? C'est current versus baseline, et c'est suspicieux si le ratio est supérieur au seuil. L'outil de contextualisation, c'est juste à peu près, grosso modo, encore la même chose. On va avoir une window, on va avoir une période temporelle, on va avoir un tenant. Et là, on va aller faire nos comptages sur cette période pour ce tenant. Ce qui va nous permettre d'avoir une intelligence dite actionnable, vu qu'en fonction des résultats, on va pouvoir cette fois-ci interpréter et savoir comment réagir. Si on voit que c'est une IP qui sur 15 minutes fait 10 000 calls, alors qu'habituellement elle en fait 10, c'est qu'il y a un blocage d'IP à faire. Si au contraire c'est un point d'API qui a beaucoup de latence, c'est qu'il y a peut-être un problème d'ordre technique. Ça va nous permettre de faire des déclenchements d'actions plus faciles. Et coupler la contextualisation à la détection, on peut vraiment avoir un process de bout en bout. Et enfin, liste de tenants qui est le plus simple et le plus pratique. C'est la base pour analyser tous les tenants en boucle. J'espère avoir perdu personne. En termes d'archi global, ça rejoint un peu le schéma qu'on a vu ce matin avec Guillaume. On va avoir notre client qui va faire une initialisation avec notre serveur MCP, qui va aller, une fois que c'est initialisé la connexion, il va aller récupérer les capacités de notre serveur. Notre serveur va lui répondre: ah bah écoute, moi je suis capable de faire ça, et j'expose ces différentes compétences-là. Notre client les a. On va avoir le fameux appel... Si je mets pas le curseur sur votre écran, vous ne verrez pas. On va avoir le fameux appel vers la fonctionnalité voulue, là où les fonctionnalités voulues. On a la partie query, où on va interroger ES, et après on répond avec les résultats. Et puis il peut y avoir cette opération-là qui se répète autant de fois que voulu. Ce qui est important, je voulais juste vous mettre en évidence, c'est toute la partie initialisation, pour qu'on comprenne bien à quel moment le client se plug avec le serveur. Un autre schéma un peu différent. Ce coup-ci, on voit que les échanges du client, donc que ce soit des assistants AI, des CLI ou des clients MCP, parce qu'on peut très bien faire aussi des clients MCP propres, on n'est pas obligé d'automatiquement passer par Cloud Desktop ou Copilot, on peut faire ses propres clients. Donc ça se plug avec du JSON RPC sur notre MCP serveur, qui va lui exposer le tool router, le serveur handler et la configuration. Et dedans, on retrouve nos différents outils qui vont faire leurs objectifs, et décorrélés, il y a notre serveur Elasticsearch. Donc sur le POC que je vous ai présenté en termes de performance et de concurrence, si on peut parler de performance et de concurrence, on a fait en sorte que les métriques s'interrogent de manière parallélisée. Voilà. On a une gestion des erreurs structurée qui remonte bien, structurée aussi pour les types qui sont sûrs entre guillemets de bout en bout, avec la validation avec du JSON schema. Et enfin, on a une configuration qui est flexible. Ça, c'est un POC qui m'a pris, on va dire, entre la montée en compétence sur RMCP et le temps de réalisation avec Copilot, moins d'une demi-journée. Donc ça va vite, il n'y a pas besoin d'être calé. Et par contre, si on voulait aller plus loin, il faudrait passer un peu plus qu'une demi-journée, bien évidemment. Ça ne suffirait pas en l'état. Mais on pourrait très bien aller plus loin sur des notions de partage de ressources, plutôt que d'avoir un client qui est recréé à chaque fois pour chaque fonction,
avoir un client partagé sous un arc, avoir un système de caching pour vraiment avoir la notion de memory que j'ai évoqué au tout début puis que j'ai oublié dans ma présentation jusqu'alors, histoire de ne pas repartir à zéro si jamais on a déjà fait des mesures sur les mêmes fenêtres temporelles sur les mêmes tenants, qui nous permettrait aussi de pouvoir avoir une intégration de machine learning pour faire de l'analyse et pas juste faire des ratios versus des ratios. Intégrer d'autres couches de transport pour être vraiment sur un truc un peu plus prod ready et avoir pourquoi pas du streaming avec des analyses en temps réel avec des retours de ressources et ce coup-ci utiliser vraiment le mot-clé ressources du MCP. Si on devait redécrire un scénario type, mais ça j'ai réussi à vous le montrer à la toute fin, il a réussi à faire exactement comme je voulais. Y a-t-il des anomalies sur le tenant? Ça va appeler list tenant qui va nous retourner la liste et après on va boucler sur les fetch métriques, puis on va boucler après sur la contextualisation, puis après on va faire la détection d'anomalies et après on va retourner le rapport complet à l'utilisateur. On est à 35 minutes. Est-ce que je me chauffe sur le live coding qui risque de déborder? Je finis vite fait et comme ça après on passe un peu de temps pour essayer d'implémenter vite fait un health check, histoire qu'on voit une commande qui a un peu rien à voir, mais on voit l'intégration dans le process. Donc il y a plein de choses que je n'ai pas abordées aujourd'hui. L'idée c'était juste de vous montrer un cas d'usage concret avec une réalisation Poké qui vous donne goût d'essayer. Alors j'ai montré avec du Rust, mais ça marche avec plein d'autres choses. Si on fait le récap de ce qu'on a vu un serveur MCP complet, parce qu'il est complet en l'état, il fonctionne, avec 4 outils d'analyse. Il est multi-tenant natif avec isolation des données, détection d'anomalies, baseline versus courant, contextualisation intelligente des incidents pour être actionnable en termes de réaction, ça fait beaucoup de répétitions, pour pouvoir réagir efficacement, ça va être plus simple. Et on est sur une architecture scalable et maintenable. Pour la petite info, l'exé que j'ai buildé ne fait que 19 MB. Et c'est encore parce que c'est sur Windows. Si on le fait en Unix, on tombe à du 9 MB. Je ne sais pas si vous avez eu les 14 refs à la pop culture. Il y en avait 14. Bref, rentrons dans le live coding. On va revenir sur un seul écran, ce sera plus simple. Ok. Ici j'ai dit. Donc en termes de découpage, je ne suis pas allé très compliqué en termes de découpage d'archi Rust. On a le dossier target, vous l'oubliez, pour ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui connaissent, j'ai pas besoin de préciser. On a le fichier qui décrit les dépendances de notre serveur. Je m'étais fait un petit rappel sur les prompts à faire. On a le fichier d'entrée que je vous ai présenté. Alors, vous supposez bien que ce n'est pas moi qui ai fait toute la documentation. Et on retrouve aussi notre fichier serveur RS où il y a toute la logique de tool routing, où on va avoir le tool router, le new, et on va avoir nos différentes utilitaires. Donc là, l'idée de faire un nouveau tool, ça va être de quoi? Ça va être de faire un... Tac. Et ce qui va être sympa avec moi et qui va me le proposer direct. Hop là. On va gagner du temps, c'est du live vibe coding. Hop là. Alors, est-ce que c'était à peu près globalement ce que je voulais faire? Paf. Je crois pas. Je vais voir retoucher. Donc là, l'idée, c'est qu'on récupère... non, ça en retourne une réponse, pardon. Le health check, on ne va pas avoir de requête à lui passer. On veut juste savoir si c'est up, donc il n'y a pas besoin de paramètres à passer. Et après, on va lui retourner le statut de savoir si c'est good ou pas good. Alors, hop, je récupère vite fait ça. Ce sera Vitra qui me propose des trucs qui ne vont pas avec ce que je veux. Donc, on définit une structure else check response qui, elle, on va lui préciser la description des propriétés qu'elle expose, donc schemars, donc ça c'est le health statut, et ça c'est la version du serveur qui tourne. Ok, on voit que ça dérive, ça en soi c'est pas forcément utile. Ce qui est important c'est de voir qu'on dérive serialize, deserialize et schemars. Et du coup, on expose bien que notre tool retourne sous forme JSON cette structure-là. Ok. Et en termes d'erreur, on fait remonter une string. On définit notre client et maintenant il faut faire le fameux else check process qui est juste là. Hop là. Je vous ai arnaqué, hein, c'est pas du vrai live coding. C'est pour éviter l'effet démo. Donc dans mon ES, j'ai quand même plugué une méthode au préalable qui me permet de faire le check else qui va aller vérifier que mon index existe bien.
parce qu'en soi, c'est juste besoin d'avoir les index pour pouvoir faire les analyses. Donc ça fait les différents calls. Pourquoi il n'aime pas alors, hop, on va récupérer bien le bon truc. Non, c'est tout long. Ah, si, je crois savoir. C'est parce que il faut que j'aille là-haut. Alors, j'en ai supprimé pas mal. C'est laquelle qui me reste? Il l'a pas trouvé. Parce qu'il faut que je l'importe. Voilà. Normalement, ça marche mieux. Donc là, on fait quoi? On fait l'appel à notre module ES qui va faire le check else. Et il fait rien de bien compliqué. Il retransforme le booléen en string et il retourne la version de notre package. Enfin, de notre serveur. Ok. Vous voyez, ça n'a pas été compliqué. Hein. Je sais pas si on a dépassé, mais ça n'a pas été compliqué. Je rebuild. Normalement, ça dure pas longtemps. Normalement. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, donc je vais couper Claude pour être sûr qu'il reparte bien avec ma nouvelle version. Je vais aller choper la release. Donc mon firmware exe qui fait 19,5 MB. Je remplace l'ancien. On a pris 30 KO dans la tête. Et après j'ai juste à relancer Claude tout seul. Est-ce que... Et hop. Je n'ai même pas vérifié s'il avait détecté la commande. Normalement oui. Ah oui. Bah, du coup il a détecté vu qu'il me le demande. Mais on voit bien que... Non, c'est pas ça que je voulais faire non plus. On voit bien que la commande est apparue directement et qui fait bien le check naturellement. La fonctionnalité n'est pas compliquée, mais ça se décline très facilement et ça reste pas compliqué. En tout cas, la spécificité autour de MCP est très simple. Est-ce que je suis bon là? Je suis bon. Étendre, hop. Je vous remets sur le bon écran. J'ai dit sur le bon écran. Et voilà qui clôture ma présentation. Si vous voulez retrouver le code et le code de globalement tous les talks que j'ai déjà pu faire, les deux que j'ai déjà fait l'année dernière, vous avez le code sur le QR code de droite. Et si vous avez des feedbacks, je suis preneur de feedback, c'est le QR code de gauche. Et maintenant, si vous avez des questions, je suis dispo. Merci.